Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Audi Q3, ici dans sa nouvelle génération. Nous l'avons en version SUV et aussi en Sportback en vous montrant les différences ici. Le Terramar et la Q3 sont finalement assemblés ensemble dans la même usine, ce qui met clairement en lumière leur relation étroite en tant que véritables modèles frères. Sujet captivant. Je suis Thomas et c'est Autogeful en 4K plein écran. Passons à la nouvelle génération de Q3 qui arbore cette calandre Audi Single Frame, ici dans ce cas entièrement en noir. Vraiment grande. Regardez ça, comme les espaces ici sont larges avec ce design sportif en nid d'abeille. Et ces tout grands anneaux Audi. Ici, à l'avant. Ils ne sont pas tactiles, vous savez. Ils sont tous plats dans ce cas. Le vert sauge, c'est cette couleur ici. Et c'est une couleur très unique, assurément. Mais il y en a aussi d'autres comme le bleu Malpelo, par exemple, qui serait plus dans ces tons-là. Un bleu Thomas peut-être. On peut également voir le noir contrastant en bas avec le pare-choc avant. Ce n'est pas un design révolutionnaire pour la Q3, car les clients de la Q3 s'attendent aussi à ce que la voiture reste plus ou moins la même. Donc d'un côté, nous avons ici la forme classique d'un SUV, et beaucoup de clients choisiront bien sûr celui-ci. Mais j'ai entendu chez Audi, surtout de la part des clients allemands, qu'ils optent souvent aussi pour le Sportback, qui est 3 cm ou 1,5 pouce plus bas au niveau de la ligne de toit. Et c'est un aspect purement design. Même le volume du coffre à l'arrière est identique, du moins le volume standard du coffre. Le toit incliné est avant tout un choix de design. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Des jantes de 20 pouces sur les deux véhicules ici, même style, ça fait plutôt cool. 20 pouces, c'est aussi le choix le plus grand. Ça commence avec 17, cependant, le sportif obtient 18 pouces en série. De retour au style SUV classique, les deux existent aussi en S-Line extérieur. Et Audi écoute vos retours. Nous transmettons également vos retours à Audi. Par exemple, les badges S-Line sont de retour. C'est pourquoi nous avons maintenant ce badge typique de la S-Line ici, sur le côté également. La longueur ici d'ailleurs est de 4,53 m ou 178 pouces, ce qui représente juste quelques centimètres de plus qu'auparavant. Le porte-à-faux avant est légèrement plus long que celui du modèle précédent, mais sans changement majeur. À l'arrière, des feux modernes avec une bande lumineuse qui traverse toute la largeur. Avec le pack technologique haut de gamme, vous bénéficiez d'OLED à l'arrière, des éléments extrêmement fins. Ça a l'air vraiment sympa et tu peux aussi opter pour des phares matriciels à l'avant. Maintenant, jetons un coup d'œil sous le capot. En avançant, parlons de la suspension installée ici, de base sport ou adaptative selon le modèle de ce véhicule présent. Système à 2 valves. Ces amortisseurs, comment fonctionnent-ils? Lorsque vous roulez sur un nid de poule, la roue descend plus rapidement pour maintenir la stabilité de la voiture. Mais en même temps, lorsque le nid de poule se termine. Quand la roue remonte, elle revient de manière plus douce, plus lente. Cela améliore la stabilité et le confort de conduite. Sous le capot, on trouve différents moteurs, 2 litres TFSI, 265 chevaux, transmission intégrale. La puissance est dirigée vers l'arrière, mais la plateforme est avant. 5,7 secondes en accélération. Le plus rapide, disponible aussi en version moins puissante, le 1.5 TFSI est le moteur d'entrée de gamme, 4 cylindres, puissance réduite. C'est aussi le modèle le moins cher. Et basé sur le 1,5, il y a également le nouveau plug-in hybride avec une batterie de taille importante, environ 20 kWh. Et toujours le classique 2,0 litres TDI. Un large choix de moteurs est maintenu. Une nouvelle couleur, le rouge progressif, un rouge éclatant. Et nous allons également conduire celui-ci plus tard, car celui-ci est équipé du moteur de base, la version d'entrée de gamme, pour voir la comparaison entre le moteur haut de gamme et le moteur de spécification la plus basse. Puis en ce qui concerne l'intérieur ici, une clé fine et vraiment élégante, et des poignées classiques. J'aime juste quand c'est simple, vous voyez, un design direct est aussi plus sûr, je trouve. Bruit de porte. Très solide, avant et arrière. Tout aussi solide. Intérieur ici, structure intéressante, toucher doux. Ensuite, avec des inserts en microfibre ici, et il y a aussi cette gravure laser ici avec une perforation.
Intéressant. Et ici, des leviers de fenêtre classiques. Il y a aussi des éléments galvanisés. Un bon son de clic également. Et ici, la commande classique pour les rétroviseurs latéraux. C'est très intuitif. Et nous préférons avoir ça plutôt que la solution qu'ils ont dans le Q5. Donc ici, dans le Q3, c'est mieux. Baissons les vitres, car dès le premier dossier technique, on bénéficie de la double isolation à l'avant, ce qui est vraiment un plus. Et voilà. Et aussi pour les vitres arrière, eh bien, elles n'ont pas la double isolation. Le Tigane, lui, offrira ça. Malheureusement, le Crew 3.0. Mais dès le premier pack tech, cette vitre arrière sans double isolation est plus épaisse. Juste, vous savez, de sa largeur réelle en fait. Et ça, bien sûr, c'est aussi un avantage pour l'autoroute. Et aussi, c'est juste une différence que vous avez avec la fenêtre plus étroite dans la version de base. Mais dès que vous optez pour un pack, même le plus basique techniquement, alors vous avez une double installation à l'avant, plus épaisse ici, et 7. Fenêtre latérale arrière est également plus épaisse. Bien sûr, on ne peut pas l'abaisser. Mais vraiment, des détails intéressants qu'il est essentiel de connaître. Ensuite, l'intérieur S-Line avec le nouveau volant. Perforation sur le côté, voyez, la clé n'est pas là, on la pose juste ici. Ça ne bip pas tout le temps. Dans ce cas, alors, volant S-Line. Perforation sur le côté. Couture à l'intérieur. Vous pouvez aussi choisir un volant sans matière animale disponible. Mais c'est un peu déroutant. Il y a plusieurs types de volants, un à fond plat, des ronds, un sportif et un de base, qui est différent ici. Et globalement, dans le configurateur, vous avez le choix entre 7 modèles de volants distincts disponibles. Et le choix des clients, d'un côté, oh, je trouve que c'est vraiment un peu trop, non? Mais l'anecdote marquante de la journée, bien sûr, et évidemment, c'est le point essentiel à aborder ici. C'est le clignotant. Oh, intéressant, c'est plus ou moins le même mécanisme que celui qu'on avait déjà avant. En réalité, vous voyez bien, et ça fonctionne pareil. Et puis cette molette ici est pour les wow. C'est passé tout près. La molette ici est pour les essuie-glaces. Et la raison de ça, c'est que de l'autre côté, tu sélectionnes les vitesses ici. Et puis, ils ont dit qu'ils voulaient avoir le même design à la fois du côté droit et du côté gauche. C'est l'histoire derrière ça. Un peu plus à ce sujet quand je vous montrerai le cockpit très bientôt. Ensuite, on pourra voir les sièges standard et version sport. Voici le siège sport. C'est le siège sport haut de gamme avec, vous savez, un support pour les épaules et du microfibre. Microfibre à l'intérieur, tissu à l'extérieur. C'est mon préféré ici, mais malheureusement, c'est le plus cher. En version de base, les sièges sont en tissu. Sur les surfaces lisses, c'est un mélange de cuir animal et de simili-cuir. Avec ma taille de 1,89 m, il reste suffisamment de hauteur, toit panoramique ouvrable en option. Vous pouvez aussi étendre la zone des jambes, c'est possible. Bonne position de conduite SUV droite et volant réglable haut-bas, avant-arrière. Et vous pouvez voir ici, celui-ci, toute cette nouvelle unité bouge en même temps que le volant. L'une des meilleures discussions dans le monde de l'automobile consiste à déterminer qui conduit réellement du bon côté de la route. Nous avons cette mesure de sécurité spéciale et ici, aujourd'hui, et cela me rappelle, conduisez à gauche. Parce que vous savez, en tant qu'Allemand, je conduis à droite avec un volant à gauche. Mais aujourd'hui, on roule avec un volant à gauche. J'ai dit quoi là? Vous voyez, je m'embrouille maintenant. Donc, en tant qu'Allemand, je conduis à droite, mais j'ai le volant positionné du côté gauche. Et au Royaume-Uni, ce serait le volant à droite, mais on roule à gauche. Et dans ce cas spécial, tu sais, truc de cerveau, j'ai le volant à gauche, mais je conduis aussi à gauche. Ouais, à propos de ça. Oh, et vous pouvez en discuter dans les commentaires, qui conduit du bon côté. Hors de la route, direction le cockpit du Q3. Microfibre sur la partie supérieure. Le dessus est en touché doux avec un large élément décoratif. Vous pouvez choisir parmi différents styles disponibles. La boîte à gants est en fait assez spacieuse et s'abaisse en douceur comme ceci. C'est une batterie 12 volts qui se plaint que j'ai tout allumé pendant longtemps pour vous.
Ensuite, on trouve une console centrale équipée de coussinets en microfibre ici, sympa, avec un éclairage d'ambiance intégré ici. On retrouve beaucoup de noir brillant sur la console centrale. Glisse ça, charge inductive, 2 ports USB, des chargeurs AC et ici, une molette de volume manuelle. C'est vraiment cool. Le port de charge est aussi ventilé au fait. Je dois dire, à part le noir brillant ici, la qualité de fabrication est vraiment très bonne. Aussi ici, les clics pour l'Audi Drive Select, pour les modes de conduite, tu n'as pas besoin de les confirmer à l'écran. Tu peux les parcourir d'ici en bas et avoir un bon retour tactile avec les clics. Avec les aérations ici, on a une qualité de fabrication clairement supérieure à ce qu'on a pu observer récemment sur les Audi de segment plus haut de gamme, voire de prix encore plus élevé. Et ici, une surface douce pour votre coude, joli motif micro-driver, et en dessous, plus d'espace. Pas de charge. Quoi? Je peux y cacher presque tout mon bras, donc ça avance vraiment loin. Et des porte-gobelets adaptatifs à 4 points, je suis plutôt satisfait de la qualité ici. Et puis, bien sûr, une fois encore, la discussion. Donc, ce nouvel élément, d'où vient-il? Avant, cet élément mobile se trouvait en bas, dans la console centrale, juste à cet endroit. Ils voulaient plus d'espace dans la console centrale, alors ils ont décidé, montons-le ici, c'est mieux. Ensuite, pour gagner de la place, ils ont pensé à la conduite et à la marche arrière. Ils ont dit, si on place ça à droite, autant éviter d'avoir un gros levier traditionnel encombrant du côté gauche. Alors, ils ont fait la même chose ici, aussi sur le côté gauche. On peut discuter des avantages et des inconvénients de ça. On s'habitue parce que c'est la même logique, le même mécanisme. On peut soit appuyer pour tourner, soit le pousser complètement vers le bas. Ça reste comme ça, tu vois, jusqu'à ce que tu bouges le volant. Donc les deux fonctionnent. Mais c'est vraiment un peu plus court. Donc parfois, quand tu fais des actions simples comme ça, tu pourrais le rater. Donc tu dois être un peu plus précis au volant. Et j'ai vraiment hâte de voir si c'est le cas. Tu sais, si ça posera un problème en conduite ou non. Et voici la vue du conducteur avec les anneaux Audi en 2 dimensions. Comme nous vous l'avons signalé, oh, ça sonne bien. Mais les anneaux tridimensionnels, ils reviendront sur les nouveaux modèles Audi. Ensuite, ici, les boutons éclairés sur le volant sont cool, mais ils sont capacitifs, comme un seul champ de boutons. Mais il a un bon retour au clic, au moins. À droite pour le volume, puis ces nouveaux instruments numériques. Ce 12 pouces et il semble couper en haut dans la partie inférieure. C'était aussi votre critique dans l'examen statique. Quand vous avez cette vue satellite numérique, c'est peut-être pas aussi mauvais. Mais ici, par exemple, surtout quand c'est plus lumineux, ici, c'est en fait plutôt bien. Ils ont encore, ou maintenant à nouveau, cette vue numérique analogique. On voulait la récupérer. Donc différentes vues sont disponibles et c'est vraiment le truc, ils ont besoin d'utiliser un écran qui est simplement plus haut, plus large. Je pense que c'est une critique tout à fait justifiée et pertinente. Et toi, qu'en dis-tu? Ah, au fait, aujourd'hui, ici, on roule en miles par heure sur les routes de campagne écossaises. Avec l'affichage tête haute et le système d'infodivertissement principal, la vue satellite propose une transition vraiment bien plus fluide, si on veut le dire comme ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le système est plus rapide. La vue satellite demande beaucoup de puissance processeur. Au menu principal, ils ont choisi d'augmenter le contraste. C'est rapide et vraiment très contrasté. Mais encore une fois, ça ne s'intègre pas bien avec le reste du cadre noir. C'est donc à la fois un avantage et un inconvénient, je dois dire. Ça fait un peu rétro, je trouve. Et toi, tu en penses quoi? Drive Assist permet aussi de désactiver facilement certaines fonctionnalités. Mais tu peux... The most important thing for the Oh, EU. oui. Yeah. Oui, pour l'avertissement de vitesse en UE, tu peux appuyer là grâce à l'air. Ou tu pourrais aussi utiliser ici ce bouton favori. Tu pourrais aussi l'éteindre avec ça si tu l'as configuré comme bouton favori. Pour l'unité de climatisation ici, elle est bien placée en bas. Tu peux la localiser sans problème. C'est pas aussi mal que dans certains autres Audi récents, car ici, il y a clairement bien plus de place disponible entre cette partie et l'écran. Ce n'est vraiment pas pratique à utiliser et on rêve tous de l'ancienne clim d'Audi. Ils reviendront tôt ou tard, c'est désormais confirmé. À noter, l'intégration d'Apple CarPlay se présente exactement de cette manière.
C'est rapide, le système est Android Infotainment complet. Donc c'est plus rapide qu'avant, clairement. Et c'est aussi intéressant de savoir qu'avec CarPlay, les cartes peuvent également être envoyées ici, sur le côté gauche. Waze fonctionne également, mais par contre, Google Maps avec Apple CarPlay ne s'affiche pas sur le côté gauche de l'écran. Ça marche, tu sais, Google Maps. Maps fonctionne, mais encore une fois, ça ne s'affiche pas là. C'est Apple Maps. Mais si tu utilises Android Auto, tu peux également y afficher ton Google Maps sur la partie gauche. Porte arrière intrigante. Partie supérieure en toucher doux. Structure quasi peinte. Poignée très stylée, Sonos. Insert microfibre agréable. La qualité de la microfibre pourrait être un peu meilleure, et ici, c'est en reliure rigide. Mais dans la partie inférieure, il y a aussi un tampon en caoutchouc pour éviter que les choses ne glissent trop. Et là, les sièges arrière montrent aussi la flexibilité depuis le coffre, très bientôt ici. Une division en 1 tiers, 2 tiers pour avancer et reculer est possible. Et ici aussi, pour changer l'angle des sièges, c'est également idéal pour la position de chargement, pour ainsi dire. Les attaches Isofix ici, elles ne se replient pas. Il faut les retirer complètement et ensuite les ranger quelque part. Donc oui, ne vous perdez pas avec ça. Ensuite, ici, vous rabaissez ça. La qualité des matériaux est vraiment très bien ici. Et il y a aussi des porte-gobelets adaptatifs à 3 points pour les sièges arrière. Là, il y a également la trappe pour ski, par exemple. Une fois de plus, je peux insister sur le fait que de nombreux détails sont d'excellente qualité. Ici aussi, on voit que tout le siège est recouvert, y compris avec le tissu ici à l'arrière, sauf pour cet espace creux. Et ici aussi, l'unité climatique, par exemple, avec contrôle manuel, ainsi que les chargeurs USB-C. Et en bas, vous pouvez aussi régler la température. C'est vraiment plutôt confortable ici, je trouve. Avec 1,89 m, il reste de la place pour la tête dans ce SUV. Les jambes ont assez d'espace ici. Et avec le renfoncement, c'est encore mieux. C'est donc une expérience arrière vraiment bien conçue ici. Et oui, on pourrait aussi certainement débattre de la différence de prix par rapport à la Q5 et ainsi de suite. Et nous vous avons dit dans la partie avant que, même s'il y a toujours de la place pour l'amélioration, la qualité de finition intérieure de ce véhicule ici, parfois on a l'impression qu'elle est même meilleure que dans certains segments supérieurs d'Audi en ce moment. Puisque nous tournons cet essai en Écosse aujourd'hui, un grand bonjour à tous nos chers fans écossais. Ils m'ont demandé si je pouvais faire cette revue pendant les 40 minutes entières avec un accent écossais, mais non, je reste avec mon accent allemand. Et j'attendais ce moment où je pourrais enfin prononcer cette phrase « Il ne peut y en avoir qu'un seul ». Avec la revue du coffre, alors « Oh !» le style Harry Potter quand tu vois ce château en arrière-plan, oui. 490 litres pour le coffre, c'est pas mal. Et salut à tous les Highlanders aussi. S'ils sont toujours là, alors ici, c'est 1 mètre ou 40 pouces de largeur ici entre les passages de roues. La longueur est d'environ 90 cm ou 36 pouces. Celui-ci peut également se placer verticalement sans problème. En dessous, dans ce cas précis, le subwoofer. Vous pouvez aussi l'ajuster à plusieurs niveaux comme ici, un peu plus bas ou encore selon vos préférences, car ainsi on gagne en hauteur avec ce véhicule, mais je ne peux vous le montrer qu'en enlevant celui-ci. Et rappelez-vous que pour différentes productions, en version courte et longue, en allemand et en anglais. Je fais tout ce que je fais maintenant 3 fois avec chaque voiture. La partie la plus longue, ici 80 cm ou 31 pouces. Et maintenant, encore plus de flexibilité. Vous pouvez pousser ce banc vers l'avant ici, et vous avez plus de longueur dans le coffre. Et vous pouvez également changer l'inclinaison, donc les deux sont possibles. Je peux vous montrer cela ici de l'autre côté. Redressez-le davantage comme ça, par exemple, puis glissez-le simplement d'avant en arrière. Bien sûr, vous pouvez l'abaisser totalement comme ça ou utiliser le coffre à ski. Ici, même en position basse, il doit avoir une transition fluide vers les sièges avant. C'est aussi vraiment sympa. Voilà, nous y sommes maintenant à 68 pouces, soit 1,73 m exactement.
Donc globalement, assez polyvalent et aussi bien construit. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi le plus grand fan du tout premier film Highlander. Les classiques sont uniques. On démarre avec la nouvelle Audi Q3 2.0 TSI, 265 chevaux, moteur puissant, 5,7 secondes d'accélération. Nous avons la transmission intégrale et les miles par heure sont affichés dans les instruments aujourd'hui. Juste quelques-uns. Pas étonnant, car d'habitude, nous avons ici les kilomètres et nous pouvons aussi passer en mode dynamique et accéléré. À partir de 30. Allez, c'est parti, on y va. C'était. De 30 à 60, pas mal en accélération et un bon son en mode dynamique. Vous utilisez les clignotants, c'est bien sûr la chose la plus spéciale ici en ce moment. C'est inhabituel, oui, mais je pense qu'on finit par s'y habituer, comme je l'ai dit au début. C'est un peu plus difficile de les atteindre parce qu'ils sont un peu plus cachés derrière le volant. Mais ce n'est pas trop mal en fait, vous savez, donc en revenant ici, ouais, on peut s'y faire avec le temps, mais ça demande définitivement un peu plus de concentration et d'effort pour s'adapter, et c'est une expérience qui se maîtrise avec la pratique, du moins au début. Je dois voir comment c'est ensuite, vous savez, après un moment ou quelque chose comme ça. Nous avons des roues de 20 pouces ici, et ça peut réduire un peu le confort. C'est sûr qu'avec des nids de poule ou des bosses sur l'autoroute. Pour plus de confort, préférez les roues plus petites. Cette suspension adaptative, cependant, fait du bon travail. Elle donne une sensation vraiment directe et sportive et il y a plus de précision dans le volant, une gestion plus dynamique de la suspension, c'était aussi un des objectifs. Quant au confort de la suspension, bien sûr, vous le sentirez davantage en mode confort. Par exemple, Oui, mais les grandes roues restent assez. Dominante, parce que vous sentez, vous savez, chaque marque sur la route, vous voyez. Et bien sûr, il faut faire la différence entre ce que les roues transmettent et ce que la suspension absorbe. Et c'est vrai que les roues vous font sentir les nids de poule, tandis que la suspension maintient la voiture stable. L'une des améliorations qu'ils ont aussi apportées est qu'il y a moins de roulis du véhicule, ce qui devrait être en faveur de Léa. Oui, tu trouves, je veux dire, Be good, yeah. une situation vraiment inhabituelle, surtout avec le trafic ici. Et la conduite à gauche, tu vois ce que je veux dire. Donc ça pourrait être déroutant aussi pour tes passagers au début, mais bon, on ne roule pas trop lentement ici. On peut maintenant rouler à 57, soit 70 miles à l'heure. Donc une vitesse de circulation normale. Et la voiture se sent vraiment sportive et directe. Elle n'a pas vraiment l'impression d'être un SUV, elle ressemble plus à une compacte sportive. Je dois dire, et ouais, ça ressemble presque à comme si vous conduisiez sur un petit circuit avec une compacte sportive dans ces conditions, donc c'est assez cool. Donc je suis vraiment content de la tenue de route dynamique de ce véhicule et je pense que le confort, comme je l'ai dit, vous pouvez jouer plus avec les choix de pneus. Avec la suspension adaptative et des jantes de 18 pouces, vous obtenez un excellent compromis entre le look sportif et le confort de conduite. Je trouve que c'est plutôt cool. 7. Boîte à double embrayage, celle-ci, au fait, est vraiment fluide quand vous n'êtes pas trop appuyé sur l'accélérateur, alors vous sentez à peine la différence et c'est assez impressionnant. Et ça dépend aussi du mode de conduite choisi, confort, équilibré ou même sportif. Le moteur reste bien isolé, sans être trop bruyant, ce qui est vraiment appréciable. À 70 miles, soit environ 115 km/h, l'intérieur reste très calme et agréable. J'ai à l'avant, là, la stratifiée des vitres. À l'arrière, on retrouve des vitres beaucoup plus épaisses. Globalement, c'est plutôt bien. Aucun bruit de vent. Enfin, peut-être au niveau des vitres arrière. Plus tard, on pourra l'essayer sur l'autoroute allemande à des vitesses bien plus hautes. Mais ici, à ces vitesses, c'est vraiment très silencieux. Ça donne une sensation haut de gamme.
Ici, encore des tests sur mauvais asphalte, du bruit de roulement et on ressent bien les roues de 20 pouces. Mais si la route est plate, tout va bien. Et la suspension fait encore un très bon boulot. Nous avons ici de belles routes de campagne écossaise. Ça ressemble presque à une course de rallye et... Je veux dire, si je regarde l'IA de très près, elle apprécie la voiture, mais être assise si près de la ligne médiane est inhabituel et je me demande, sur l'autoroute, les limites ne sont pas élevées, mais rouler à 100 km/h, c'est vraiment une expérience assez sportive et dynamique. Prenons par là... Intéressant, en Allemagne, ça ne serait sûrement pas permis de rouler aussi vite sur une telle route, mais en Allemagne, on roule plus vite sur l'autobahn, donc c'est presque une spéciale de VRC ici. Très intéressant, mais ça prouve encore une fois la tenue de route dynamique de ce véhicule, même en mode normal, vous savez, le mode de conduite normal, pas même en mode dynamique. Super stable, super contrôlé, vous savez exactement ce que vous faites, les petits ajustements dans la direction sont directement transmis à la route. Presque en train de décoller ici, oui, mais la suspension compense ça très très bien. Alors, ouais, j'adore vraiment conduire ici, c'est un vrai plaisir. Le seul hic, c'est que ce 2 litres TFSI, version haut de gamme en 4 roues motrices, a une consommation assez élevée. Nous sommes ici à environ 8 litres au 100 km. Ça fait environ 29 miles par gallon US ou 35 miles par gallon UK. Et un peu de conduite nocturne, vous pouvez observer ici devant nous. Le feu d'orientation du tout nouvel Audi Q3 utilise une technologie LED Matrix numérique. Ici, il disparaît lorsque vous entrez par exemple dans le village. Et lorsque vous êtes à l'extérieur, voyons à nouveau, le voilà, il réapparaît. Et en gros, il vous guide pour que vous ne manquiez pas la voie la nuit. Vous pouvez voir ici, lorsque je tourne le volant à gauche et à droite, il suit le mouvement de direction. Et là, waouh! Maintenant sur l'autoroute, lorsque vous dépassez les 110 km/h, vous pouvez observer ici le tapis lumineux complet qui s'étend devant nous. Ça a l'air très impressionnant. J'ai toujours ces marquages de voie, mais maintenant en quelque sorte inversés pour ainsi dire. Et quand tu actives le clignotant, tu le vois maintenant du côté droit. C'est un signal clair, à la fois pour toi et pour les autres conducteurs, qui montre que tu as activé ton clignotant. Je vais te montrer de l'autre côté ici, et cela communique également, pour ainsi dire, avec l'extérieur et les autres usagers de la route. Donc, ce que vous voyez ici n'est pas une projection sur l'affichage tête haute, c'est littéralement sur la route. Donc, tous les autres conducteurs sur la route peuvent aussi réellement voir cela. Et cela pourrait également servir d'avertissement supplémentaire, par exemple, que vous arrivez parce que les véhicules un peu plus lents que vous voient ce tapis lumineux arriver par derrière. Dans l'Audi Q3 Night Driver, quand je me rapproche du véhicule, les phares LED matriciels numériques signalent la distance, puis s'éteignent automatiquement si je suis trop près. Mais ici, derrière le véhicule, ce tapis de lumière réapparaît et il apparaît également en gros à côté du véhicule quand je dépasse quelqu'un. Donc cela peut vraiment être utile. Maintenant, encore une fois, il change de voie. Et une fois de plus, c'est vraiment projeté sur la route. Ce n'est pas dans l'affichage tête haute, ce n'est pas quelque chose réservé uniquement aux conducteurs. Tout le monde ici, y compris la voiture à côté de nous, peut le voir. D'abord, un tapis lumineux apparaît, puis la voiture arrive réellement. On passe maintenant au 1.5 TFSI après cette superbe expérience de conduite nocturne ici. 9,1 secondes d'accélération. Voyons. À quel point il est encore rapide aujourd'hui? C'est 3,4 secondes plus lent au chiffre d'accélération que le moteur haut de gamme, le 2.0 TFSI avec 265 chevaux ici à partir de 30 miles. On y va. Oh, c'était de 30 à 50 miles, oui, il y a une énorme différence en effet. Niveau sonore aussi, c'est mieux avec le 2 litres,
je confirme. Et ici, c'est juste, ouais, surtout quand tu montes un peu, ouais, il n'y a pas beaucoup de puissance qui vient. Cependant, l'avantage ici, c'est que tu as le système Mild Hybrid. Et ça veut dire qu'en ville, tu peux avoir des moments électriques, pour ainsi dire. Quand par exemple, tu roules vers un feu rouge ou quelque chose comme ça aura des avantages, notamment pour la consommation. Revenons aussi au mode équilibré. La suspension est adaptative, donc similaire. À vitesse constante, ça change peu. Vous pouvez utiliser les palettes, par exemple, pour rétrograder. Sur l'autoroute, c'est là qu'on sent le plus la différence entre les moteurs, surtout lors des accélérations. Parfois aussi en abordant un virage où la réactivité est plus perceptible, notamment dans les courbes serrées. Cela montre vraiment comment le moteur s'adapte aux différentes situations de conduite. Vous regardez ce qui se passe, vous réduisez la vitesse et ensuite vous voulez accélérer rapidement à nouveau. Alors celui-là doit démarrer, tandis que l'autre se sent vraiment comme une hot hatch et revient instantanément. Alors ouais, point, mais la sensation d'agilité dans la dynamique et tout ça est aussi vraiment cool avec celui-là. Ce n'est pas du tout un problème, c'est surtout la performance d'accélération pure et le changement de vitesse en lui-même. Bien sûr, c'est la même transmission, mais avec moins de puissance ici. Le passage de vitesse semble parfois plus lent, mais c'est une impression, pour ainsi dire. Donc, c'est aussi là que la puissance supérieure est vraiment utile. La question est donc, à quoi envisagez-vous d'utiliser ce véhicule si c'est principalement pour la circulation en ville, les trajets en famille et que vous ne roulez pas à des vitesses élevées sur l'autoroute sans avoir besoin d'accélérer rapidement pour y entrer? Si vous utilisez fréquemment l'autoroute à des vitesses élevées et que vous appréciez une conduite sportive, alors le moteur d'entrée de gamme ne sera pas adapté à vos besoins. Bien sûr, le moteur haut de gamme coûte cher, mais il y a un juste milieu où l'hybride rechargeable ou le diesel. Il resterait donc d'autres choix possibles. Et le 1.5 TFSI, voici les données de consommation en test, 6 litres au 100 km. Donc 39 miles par gallon US, 47 miles par gallon UK, soit 2 litres de moins. En ce qui concerne le prix, ça pourrait commencer à faire mal. Donc le prix de base est de 45 000 €. Ensuite, il faut ajouter environ 1 500 € pour la version Sportback, qui n'est d'ailleurs pas disponible sur le marché nord-américain. C'est peut-être un truc européen, surtout allemand. Les Allemands veulent vraiment la version. Coupé de ce modèle, environ 49 000 € pour l'hybride rechargeable, avec de gros avantages fiscaux sur de nombreux marchés. Mais en prenant ce véhicule, avec le moteur le plus puissant, le plus rapide. La technologie de pointe, les jantes, l'intérieur, tout est compris. Alors vous obtenez un Q3 maintenant à 77 000 €. C'est dur, c'est dur. Je veux dire, la voiture est très bien construite, vous savez, et elle roule exceptionnellement bien, c'est sûr. Mais c'est un prix élevé pour ce segment si on considère ouais, les prix du Q5 ont aussi augmenté, plutôt vers les 100 000. Mais même une BMW X3 plug-in hybride entièrement équipée, qui n'est pas contre celle-ci. La X3 est contre la Q5, tu vois. Celle-ci, la Q3, serait contre la X1, mais une X3 plug-in hybride. Entièrement équipée serait au même prix que celle-ci, donc. Ça dépendra des marchés. Les prix affichés sont très élevés. J'espère que les offres de location resteront intéressantes. C'est fascinant de voir les versions, couleurs et moteurs ici aujourd'hui. Tu choisirais laquelle, la version Sportback ou le SUV, et quel type de moteur tu prendrais? Et bien sûr, tu peux aussi comparer plus de vidéos ici, comme nous avons une vidéo spécifique sur le Q3 Sportback, mais aussi des vidéos par exemple sur le Tigane ou le Terramar, les modèles sœurs.